Bonjour à tous et bienvenue à Sion pour cette nouvelle vidéo. Derrière moi se trouve le centre épiscopal médiéval, mais c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va parler du château de Tourbillon, qui était une résidence de l'évêque de Sion. Donc je me trouve ici entre deux collines, les collines de Tourbillon et de Valère. Un édifice fortifié a été construit sur chacune d'entre elles, mais nous on va monter sur la gauche ici. Ici droit derrière, le château de Valère. C'est là que logeait le chapitre cathédral, donc tous les chanoines qui servaient finalement de conseillers à l'évêque. Et juste à la fin du XIIIe siècle, l'évêque Boniface de Chaland, qui est originaire du Val d'Aoste. Il faut savoir que les Chalands sont une famille très influente en Europe à l'époque. Et donc cet évêque décide de se construire une résidence exclusive sur la seconde colline qui domine Sion. Ainsi, le château de Tourbillon représente vraiment un symbole fort du pouvoir épiscopal au-dessus de la ville médiévale. La colline de Tourbillon est en fait une crête qui s'étire sur plusieurs centaines de mètres de longueur et le chemin d'accès d'origine au château longeait le faîte de cette crête et permettait de rejoindre directement le centre épiscopal vers la tour de la Majorie qu'on aperçoit ici derrière moi. Il y avait une tour de garde qui s'appelle la tour du chien où un fossé a été creusé dans la roche pour augmenter l'aspect défensif de l'ensemble. Bon, bah c'est parti, on attaque la vraie montée jusqu'au château. Nous approchons peu à peu, la première enceinte est derrière moi. On voit ici en bas tout le chemin que j'ai fait. Et déjà maintenant, on est plus haut que la basilique de Valère. Donc un premier corps de garde se trouvait ici, vers cette première enceinte. Et le château en lui-même était complètement fermé par une autre muraille. Ok, nous voici devant les portes de Tourbillon, mais avant de rentrer, on va parcourir un petit peu l'histoire de ce monument. Je ne vais pas entrer dans les détails, pour cela je vous renvoie à ma vidéo sur l'histoire du Valais au Moyen-Âge. Comme je vous l'ai déjà dit, en 1290, l'évêque Boniface de Chaland débute la construction de sa résidence exclusive en face de Valère. Il faut savoir que les liens entre les chanoines et l'évêque pouvaient se révéler parfois tendus et du coup il préférait être au calme ici dans sa propre demeure. Plus tard, en 1373, l'évêque Guichard Tavelli, qui a été tant décrié, déplace sa résidence à la tour de la Majorie, en bas, dans le centre épiscopal. Malgré ça, Tourbillon conserve sa fonction militaire et reste un symbole fort du pouvoir épiscopal. D'ailleurs, des travaux de renforcement sont entrepris jusqu'au XVe siècle où surviennent les guerres de Rarogne. En 1417, les Valaisans incendient les châteaux épiscopaux, dont Tourbillon. Heureusement, l'histoire du monument ne s'arrête pas ici. Un Rarogne accède au titre d'évêque et entreprend une reconstruction du château. Nous voici dans la place, donc ici au cœur du château se trouvent plusieurs bâtiments. Derrière moi, il y a une dépendance qui était en fait les logements pour le corps de garde ici du château. Nous avons un très grand bâtiment ici, très monumental, qui est en fait le palais de l'évêque, entre guillemets, c'est-à-dire il y avait une partie où il réceptionnait les gens et l'autre où il habitait, jusqu'à ce que Guichard Tavelli
change sa résidence pour la majorie. Donc plus loin, sur le rempart frontal, nous avons encore une tour de garde. Il y a plus loin encore une chapelle avec un petit bâtiment annexe où se trouvait la sacristie. Je vous propose qu'on parte maintenant en exploration pour visiter les différentes parties de ce château. Et on va commencer par la pièce maîtresse, le donjon, là où se trouvaient les quartiers de l'évêque. Voilà, donc il y a une végétation tout à fait atypique ici, avec des cactus. Et là, nous allons entrer dans ce qui constituait à l'époque l'aula de réception, là où l'évêque recevait ses visites, etc. Ici en haut, vous pouvez encore observer deux petites pierres qui font saillie par rapport au mur. Il s'agit en fait des vestiges d'une échauguette qui avait été ajoutée au XVe siècle. Il y en avait une deuxième de l'autre côté du pignon. Ici, il se trouvait deux niveaux. On voit encore ici bien les traces du palier. Il y a encore quelques poutres fichées dans la pierre. C'est assez intéressant de pouvoir observer ces vestiges. Et surtout, depuis cette haut-là, il y avait une tour à l'intérieur qui renferme en fait un escalier en colimaçon, lequel permettait d'accéder aux différents niveaux de la tour d'habitation à côté, que je vous propose d'aller voir maintenant. Et voilà. Donc là, on a vraiment taillé dans la roche pour pouvoir aménager cet espace. Et on est venu rehausser tout ça par des murs. C'est très impressionnant quand on est ici au milieu. Alors ici, du côté ouest, on voit bien toutes les ouvertures qui donnent depuis la cage d'escalier en colimaçon. Tout ça donne évidemment un très bon aperçu des différents niveaux de la tour. Et ce qui est assez impressionnant, c'est la grande brèche ici qui s'est ouverte dans la tour. Donc ici, c'était évidemment tout fermé. Et on a, vous voyez un peu l'épaisseur des murs ici. Donc suite aux travaux entrepris au XVe siècle par l'évêque Guillaume VI de Rarogne, plus rien n'a été fait jusqu'en 1788, date du grand incendie qui a ravagé Sion. Nous devons l'état actuel du château à cette catastrophe. Poser peut-être la question pourquoi Valère a été préservé alors que Tourbillon est complètement détruit. En fait, au moment de l'incendie, il y avait un fort vent qui soufflait en direction de la colline de Tourbillon, ce qui fait que le feu s'est propagé sur Tourbillon mais pas sur Valère. Et grâce à ça, on a aujourd'hui une basilique très bien préservée. Maintenant, nous allons poursuivre la visite avec Cédric Yossen, gardien du château, qui va notamment nous expliquer quelques détails par rapport à l'escalier. C'est parti. Voilà, donc bonjour Monsieur Yossen. Donc finalement, vous êtes un peu le châtelain ici sur place, c'est cela? C'est ça. Ouais. Voilà, donc vous avez, je crois, 2-3 choses intéressantes à expliquer au sujet du château. Alors, on va regarder déjà ici la cage d'escalier. Parce qu'on est dans le palais, ici. Alors, il faut s'imaginer tout autre chose, hein, avant, bien sûr. Des boiseries, de l'enduit qui recouvrait tout ça. Et la cage d'escalier ici au milieu, qui permettait de monter dans les étages. Alors, on va gentiment y aller. Tip top. Ah ouais.
Donc je peux passer devant sans autre. Alors, oui, je vous laisse. Alors, juste pour puisse avoir une petite idée juste là, parce que là, celle-ci, elle est sécurisée. Donc, une porte d'entrée. Donc, l'escalier en colimaçon, comme ça. Et la porte d'entrée, ici, pour le premier étage. De ce côté-ci, c'était des appartements. Pour l'évêque, pour la cour, etc. etc. Et ces petits restes ici, voilà, qu'on voit là-haut, ici, ça c'est un enduit d'alors, un enduit d'époque. Ah, donc tout le château était recouvert comme ça, à l'intérieur. Donc c'est souvent on nous montre des bâtiments avec des pierres à l'intérieur aussi, mais c'est pas juste. On voulait aussi avoir quelque chose de joli et d'agréable et peut-être aussi un petit peu plus chaleureux. Donc finalement l'aspect brut des pierres qu'on voit aujourd'hui c'est dû à la déprédation du temps, c'est ça, et de la météo. Oui, c'est ça. Ok. Alors ici on s'aventure pas trop, mais ah oui. c'est assez vertigineux. Ça, c'est l'entrée du troisième étage. Et ça, on le sait aussi, c'était l'appartement du prince-évêque. Ça, c'est vraiment l'étage du prince-évêque. Alors, si vous zoomez un peu par là, on peut voir la vue qu'il y avait depuis la fenêtre. Donc, évidemment qu'on avait mis son appartement un peu plus haut, pour qu'il puisse bénéficier de la vue au-dessus des remparts. D'accord. De l'enceinte du château. Donc ça on est sûr et certain. On est sûr et certain que c'était les appartements de l'évêque. On est sûr et certain aussi que c'était recouvert de boiseries. Ok. Ouais. Et il y a toute une série de portraits d'évêques qui ont brûlé lors du dernier incendie en 1788. Ouais. C'est intéressant de voir aussi ce résidu de mortier qui recouvrait tout l'intérieur du bâtiment, donc il a gardé encore sa couleur un peu rose comme ça. Donc c'était pas seulement tout blanc ou tout gris, quoi. Il y avait de la couleur. Il y avait de la couleur, oui. Ouais. Il y avait de la couleur. On voit la couleur ici. On voit la couleur, bon là, avec le soleil qui arrive dessus, c'est un petit peu plus compliqué. On voit plutôt que c'est gris, mais alors que c'est rose comme au fond, là-bas, à l'autre bout de la pièce. Alors évidemment que là c'est vertigineux parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus d'étage, mais parce que ça c'était en bois. Bah oui, on voit encore les restes des poutres. Alors on voit encore les restes des poutres et puis si on s'aventure un tout petit peu dehors ici, on voit que en fait c'était le plafond qui était en bois, donc ça ressemblait à ce qu'on a au-dessus de la tête, mais après on voit un reste du sol en fait. Donc le dessus c'était pas du bois. Okay. Là, on voit bien l'épaisseur. Donc on se dit que si jamais le bois flambe, c'est vrai qu'avec l'épaisseur que ça a, quelque chose comme ça, une vraie torche. Supporter. Alors la torche c'est dessous, puis après c'est le poids qui est trop conséquent. Ouais. Donc ça supporte plus, puis tout s'effondre. Ouais. Voilà pour la tour d'habitation et Lola. Maintenant, on file en direction de la chapelle. Il y a pas mal de spécialités à découvrir là-bas dedans. La chapelle, c'est assez particulier de voir une chapelle comme ça dans ce château, parce que tout le château est totalement détruit. Mais là, ça va résister. À part la partie où on se trouve ici. Là, ça va tomber deux fois. Alors si vous regardez, il y a quelques petits vestiges qui permettent de dire que c'était pas comme ça au tout début. Quoique la toute première chapelle, elle avait un toit en bois, comme on voit ici au-dessus de nos têtes. Et puis, il y avait aussi une voûte. Alors ça, c'est le reste de la voûte qui a été construite lors de la reconstruction après le premier incendie. Donc, souvent, on passe un peu à côté et on ne se rend pas compte qu'il y avait une voûte qui se trouvait de ce côté-ci. Donc la même chose que celle-là, un peu plus simple quand même que celle qu'on voit ici. Mais celle-ci, elle a 700 ans d'âge et elle a vu 2 incendies. Et elle est toujours debout, et elle est d'origine, avec les peintures qui se trouvent sur les murs.
Ouais, c'est fou quand même. Hein. C'est Pour dire impressionnant. l'histoire de ce château qui va être attaqué de nombreuses fois, mis à mal pendant une guerre en 1417, brûlé, reconstruit et vivre 300 ans encore de plus sans trop de heurts, on va dire, et puis tout d'un coup, de nouveau un incendie en 1788, eh ben, de voir ces peintures-là, c'est quand même encore quelque chose d'assez Remarquable. Assez remarquable. Ouais. Ouais. Et c'est ce qui plus est, ce sont des peintures murales et pas des fresques. C'est pas la même chose? C'est pas la même chose. Ok. Quelle est la différence? Alors la différence, c'est la technique de peinture. Ok. Alors la façon de peindre, la différence entre les deux, je m'approche de ce mur ici, parce que c'est plus facile à montrer. Donc dessous cet enduit, il y a les pierres comme le reste du château. Ouais. Donc le reste du château était recouvert un peu comme ça. Hein. Alors, là, pour pouvoir poser cet enduit, il faut que ce soit frais. Sinon, on n'arrive pas à étaler. Et quand c'est peint alors que c'est frais, fresque. Ah, d'accord. Donc en fait, la peinture vient apposer quand c'est encore frais. Oui, c'est ça. Donc à peine l'enduit est posé, on vient faire les fresques. Voilà, on fait ça sera peindre à la fresca. C'est la technique de peinture, la fresque. Ouais. Et donc, une fois que ça va sécher, il va y avoir une réaction chimique qui s'opère et la couleur va être absorbée à l'intérieur de la masse. Ok. Donc ça, c'est la fresque. La peinture murale comme ici, alors c'est une autre technique qu'on connaît moins ou qu'on entend moins, c'est à la secco. Donc ça veut dire que c'est peint quand c'est sec. Au sec. Ouais. C'est peint au sec. Donc les peintures vont rester en surface. Et c'est ça la différence entre les deux. Ça veut dire qu'après, à garder une fresque, eh bien c'est plus facile à garder qu'une peinture murale qui est beaucoup plus fragile. C'est ça, c'est moins sensible justement à la météo, au climat et tout ça. Alors ça va quand même être sensible, mais moins. Et ici, ce qui s'est passé, c'est que cette partie où on est, elle n'est jamais tombée, mais l'autre où on était à l'entrée, 2 fois. Ça veut dire que la dernière fois, c'est pendant 180 ans où c'est à l'air libre. Donc c'est pour ça qu'il y a le vent, la pluie, la neige, la température, le soleil, tout ça qui va entrer en interaction pour mettre à mal les peintures. Ouais. Mais de voir ça encore, en connaissant cette histoire, c'est assez intéressant. Alors il y a plein de choses à raconter encore. Pour ça, il faut faire un petit tour au château de Tourbillon. C'est sûr. Alors, qu'est-ce que c'est ici dans cette petite pièce? Alors, c'était la sacristie déjà avant, et puis ça c'est le petit secret de Tourbillon, la petite cerise sur le gâteau, parce qu'on ne s'attend pas déjà à voir la chapelle comme ça, mais cette petite pièce non plus. Ça, ce sont des peintures aussi, des peintures murales, donc aussi à la secco, qui ont été peintes sur les autres. Elles n'étaient plus à la mode. Et le Moyen-Âge, c'est la même chose qu'aujourd'hui. La mode était importante. Donc, on va faire quelque chose de moderne pour l'époque et on va cacher toutes les peintures qui sont là-bas par celle-ci. Donc, on remet à jour finalement la décoration. On remet à jour la décoration. Voilà. Et ces décorations vont rester longtemps, mais quand ça va se détruire en 1788, eh bien, celles-ci vont subir les outrages du temps en protégeant les autres qui sont sur le mur toujours dedans. Et donc ça c'est le reste et qu'on a décollé avec une autre technique qui s'appelle le strappo. Strappare, c'est arracher. Donc on a enlevé ces peintures qui étaient là-bas pour les refixer après sur des supports. Alors c'est impressionnant parce que c'est une seule pièce.
C'est un seul morceau, on n'a pas enlevé par petits bouts pour faire comme un puzzle. Donc on a pris toute la pièce ensemble. Et ça, eh bien, ici, dans la chapelle, j'ai un petit atelier qui montre comment est-ce que ça se passe. Mais là aussi, eh bien, il faut monter pour que je vous montre comment ça marche, cette technique. Voilà donc une raison de plus pour venir visiter par vous-même le château. Il y a plein de petites choses à découvrir ici. Vraiment, n'hésitez pas à faire un tour. Donc maintenant, on va aller voir au-dessus de la voûte de la chapelle. Il y a 2-3 petites choses. Alors c'est étroit par là en tout cas. Étroit et sombre. Ah oui, d'accord. Alors ici, on est effectivement au-dessus de la voûte. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare, parce qu'on ne voit pratiquement jamais. Mais une voûte, elle est construite comme ce que l'on voit ici. Alors, je vous dévoile pas tout non plus, parce que je vous donne les explications lorsque vous êtes au château. Mais c'est tout ce que vous avez ici. Il y a plusieurs éléments qui sont pensés pour sauver la voûte. Et là, cette voûte-là, elle a 700 ans. Et le château, il a brûlé 2 fois. Et la voûte qui est ici, elle a résisté 2 fois. Et pour vous dire que ce qui a été imaginé ici pour sauver cette voûte, eh bien, ça a fonctionné exactement la même chose que un incendie qui est connu de tout le monde entier, c'est l'incendie de Notre-Dame à Paris. Et bien 2-3 jours après, avec un drone, on pouvait voir à l'air libre ce que vous avez ici en face des yeux. Ça veut dire que là, ça avait fonctionné aussi. Donc tout ce qui est pensé ici, c'est bien pensé. Ok, on peut monter encore un tout petit bout plus haut et on arrive dans la tourelle d'angle qu'on voit très bien depuis l'extérieur. Je pense qu'il doit y avoir une jolie vue depuis là-bas, on va s'en rendre compte tout de suite. C'est parti. Il y a juste cette porte à franchir. Ah ouais, sympa. Bon, j'imagine que le plancher n'est pas d'origine non plus. Le plancher n'est pas d'origine, mais les poutres ici, oui. Ok. Ouais, on voit, elles sont un peu noires aussi. Hein. Alors elles sont un peu noircies et en fait, voilà, c'est des résidus de ces incendies. Mais quand la poutre est juste comme ça, elle n'est pas calcinée. Mais oui, on voit qu'elle tient. Ça solidifie le bois. C'est vrai. Ouais. Donc c'est juste ce qu'il faut. Comme les pointes de flèche, de lance, c'est ça. Premiers chasseurs. Ouais. Ok, donc on va grimper dans cette petite tourelle. C'est parti. Sympa, sympa. C'est une petite ouverture. Alors, il faut s'imaginer que le toit était plus bas, qui couvrait quand même toujours la voûte. La voûte, on la voit juste là en dessous. Et donc le toit était plus bas, l'ouverture certainement un peu plus large que ça, pour permettre aux soldats de pouvoir sortir et de longer le mur pour aller sur le chemin de ronde, exactement, pour défendre et pour attaquer, non pas pour attaquer, mais pour surveiller. Défendre et surveiller le château. Encore un étage. Hop. Ah ouais, on voit bien Valère depuis ici. Superbe. Toute la plaine du Rhône. Vraiment sympa cette petite tourelle. On va
aller au dernier étage. Hop. Ah ouais. Bon, faut pas être trop petit alors pour un petit aperçu à 360 degrés. L'angle. Voilà, donc la visite avec Monsieur Yossen se termine ici au sommet de la Tour d'Angle. Un grand merci à toi pour les explications. Mais pas de problème, merci à toi de promouvoir un peu, puis de faire connaître aussi plus C'est loin. toujours avec grand plaisir que je découvre des lieux du patrimoine comme ça et que je les partage avec vous. Ok, donc là maintenant on est ressorti et je me trouve au niveau du chemin de ronde. Vous pouvez apercevoir ici derrière moi encore une poutre qui servait à soutenir la petite passerelle du chemin de ronde. Vous observerez d'ailleurs qu'on peut voir les logements pour les poutres et les contrefiches un peu partout ici. C'est vraiment très sympa ici, petite ambiance Moyen-Âge avec cette petite tente, la musique médiévale. C'est vraiment une chouette visite. Donc l'idée maintenant c'est d'aller observer un petit peu la dépendance du corps de garde. On ne peut pas forcément rentrer dedans, mais c'est un bâtiment assez imposant et surtout très intéressant. Il a encore ces 4 murs qui sont bien debout. C'est un peu plus petit que l'Aula et le logement de l'évêque, mais ça reste un grand bâtiment. On approche gentiment de la fin de la visite. On a encore la citerne à aller voir. Il faut savoir que les eaux de pluie étaient récoltées grâce au toit à 2 pans de l'Aula. Il y avait un système de canalisation qui conduisait jusqu'à la citerne en aval de la tour principale. Voilà. Donc là-dessous se trouve la citerne. C'est aujourd'hui cadenassé pour évidemment pas que les gens tombent dedans. Et vous voyez qu'on est vraiment juste en dessous du donjon. Ok, donc on va maintenant quitter l'enceinte du château pour aller rejoindre l'esplanade qui s'étend à l'est du monument. Il y a encore toute une zone qu'on peut parcourir avec des arbres. Vous allez voir ça tout de suite. La petite porte. Vous observerez encore ici, à gauche, l'espace laissé entre le donjon et le rempart. Alors comme toujours sur les vieux murs, pas mal d'observations qu'on peut faire, notamment celle-ci. Vous distinguez dans le mur au-dessus de la porte une autre voûte qui devait en fait être sans doute une ancienne porte plus large que celle qu'on peut observer actuellement. Après le grand incendie de 1788, le château n'a plus été reconstruit. Il n'avait plus d'utilité, plus de raison d'être vu que tous les conflits étaient réglés de façon plus politique que militaire. Et finalement, c'est qu'au 19e siècle que la population s'est intéressée à nouveau au château et a décidé de le restaurer, de le maintenir en tant que monument historique. Donc différents travaux ont été entrepris pour maintenir en l'état les ruines telles qu'elles étaient. Et finalement, en 1999, exactement 1000 ans après la donation de Rodolphe III du comté du Valais à l'évêque Hugues de Sillon, le château revient à une fondation, la fondation du château de Tourbillon, que je remercie d'ailleurs pour m'avoir permis de faire cette visite.
Dans le temps, les fortifications s'avançaient également ici, tout le long du côté est de la crête rocheuse. Aujourd'hui, ce ne sont plus que des ruines, il n'en reste plus grand chose. Et c'est ici que se termine cette visite du château de Tourbillon. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé, laissez-moi un petit commentaire, partagez-la. Quant à nous, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle exploration et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.